se balade avec 70 véhicules, pick-up, 100 véhicules pour impressionner. Mais vous savez, aujourd'hui, même 400 véhicules, ça n'impressionne pas l'armée malienne. Alors, le CSP, on allait rentrer dedans. Vous pouvez expliquer un peu le CSP, c'est quoi pour les gens qui savent? Bon, d'abord, j'ai terminé sur ça. J'ai dit aujourd'hui, même avec 400 pick-up, on ne peut pas impressionner l'armée malienne. 400 pick-up, pour chaque 100 pick-up, un avion suffit. En 40 minutes, le combat est fini. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, les populations ne sont pas d'accord avec ça. Les populations ne sont pas d'accord avec ces caravanes de 400 véhicules, 100 véhicules. Les populations sont prises en otage et malheureusement, elles sont victimes. Vous savez, la CEDEAO est un instrument qu'on ne contrôle pas. Même l'Union africaine d'ailleurs. Dans la perspective de recouvrer notre indépendance, il faut que la CEDEAO même soit réformée. Il faut qu'elle soit souveraine. La CEDEAO ne gère même pas ses ressources. C'est la France, l'Union européenne qui la finance par supervision. Mais il y a ce qu'on appelle les défenses de souveraineté. Quelqu'un d'autre ne peut pas les assurer et dire qu'il est souverain. Mais ça ne peut pas marcher. C'est clair. Ça ne peut pas marcher. Si quelqu'un d'autre finance ton prix de condiment, mais putain, ça ne peut pas marcher. J'ai dit la CEDEAO doit commencer par là. Si elle est vraiment panafricaniste, elle est africaine, elle commence par là. Elle dit, bon, les chefs d'État réunis sont là. À partir de 2022, on n'a plus besoin d'un COFEC pour notre financement. Parce qu'ils sont en train de prétendre avoir un siège aux Nations Unies. Les Turcs Erdogan est en train de les défendre et bien d'autres. Mais vous ne l'aurez jamais tant que vous êtes des bambins de laquais de la France qui vous représentent là-bas. Moi, je souhaite qu'en janvier déjà que les États africains se réunissent pour dire, bon, à partir d'aujourd'hui, la France, l'Union européenne, on n'a plus besoin d'un COPEC pour financer et la CEDEAO et l'Union africaine. On s'assume pleinement notre souveraineté. Ouais. Mais un État dont les élections sont financées, les élections, c'est une activité de souveraineté nationale. Tu ne peux pas la lier au financement de notre État. Ça ne marche pas comme ça. Donc ça, c'est des comportements que nous devons encourager si on veut vraiment imposer le respect. L'autre aspect sur lequel je vais pencher. Aujourd'hui, il y a des mines qui sont ouvertes à ciel ouvert, qui sont exploitées anarchiquement. Vous avez des Indiens, des Pakistanais, des Tchadiens, de n'importe quoi, des mouvements armés de tous bords. Et ça alimente même l'insécurité. Aujourd'hui, il est extrêmement urgent que l'État engage des partenariats sérieux, gagnant-gagnant, avec des partenaires qui sont capables. Et le premier partenaire doit être la communauté elle-même. L'État n'a qu'à approcher les communautés qui exploitent les mines à Kidal et dans les Gourmas pour dire, bon, écoutez, les ressources vous appartiennent à l'État malien. Ça a besoin d'être organisé. Si vous avez les moyens de les exploiter, organisés en société, il y aura un partenariat clair en tant que société avec votre pays. Vous gagnez ce que vous gagnez, l'État gagne ce qu'il gagne. On débaye, on nettoie, on sort là. On n'a pas besoin d'amener des milices, des armes armées, créer tout un multipote. Ça, l'État doit arrêter ça rapidement. Même s'il faut signer un autre contrat avec les risques dans lesquels nous gagnons, pour que ces communautés-là acceptent ce format, que tout le monde soit dans cette dynamique, pour que nous maîtrisions nos ressources minières. Et ce n'est pas la mer à boire. Hein. Il suffit d'en avoir l'initiative, tout le monde va aller dans ce sens, parce que ces ressources-là nous échappent. Oui. Les ressources de Gourma échappent à Gao. Tel que c'est exploité aujourd'hui, on ne peut pas faire un puits là-dedans, on ne peut pas faire une école là-dedans, on ne peut pas faire un CESCOM là-dedans. Mais on ne va pas laisser ça continuer à vivre. Absolument. Donc ça, c'est des aspects très épineux sur lesquels l'État doit pencher, quoi. Et dernière question, pour ma part, hein, Moussa Konaté, peut-être qu'il va avoir une question. Vous êtes le président des mouvements de l'inclusivité et le secrétaire général de la... Ce mouvement, comment il se comporte aujourd'hui? Comment il se porte? Oui, en fait, aujourd'hui, ce mouvement, c'est le seul qui est vraiment inscrit dans la logique de la construction de la paix. Véritablement, sans aucune incohérence. C'est pourquoi j'ai dit, aujourd'hui, même nous gérons des frustrations. Ce mouvement aujourd'hui, qui est aussi puissant sur le terrain, qui est signataire de l'accord, souvent, tous les militants de ce mouvement me harcèlent au téléphone pour dire que bon, nous avons l'impression que l'État nous respecte. D'abord, on n'a pas eu de ministre au gouvernement. D'abord, ceci, bon, on est bien représenté au CNT, mais les gens se disent on a été négligé. D'abord, on ne nous a pas invités. Vous avez les panels là. Vous avez combien de personnes au CNT? Au niveau, nous sommes 3 au CNT. 3 au CNT. Ouais. Là, on est bien représenté à ce niveau. Mais pas de ministres. Non, pas de ministres. Alors que le travail, c'est le gouvernement. Si on veut que tu aies ton pays aujourd'hui à se relever, ça se joue dans l'équipe gouvernementale. Le CNT, tout le monde sait ce que nous faisons là-bas. Nous sommes un parlement. Et là, je crois que nous faisons ce que nous devons faire. Donc, à ce niveau, les mouvements de l'inclusivité aujourd'hui, quand vous parlez avec beaucoup, ils vous disent aussi leur frustration. Mais fort heureusement, ça ne nous amène pas à nous aligner avec X ou Y. Nous continuons à expliquer
qu'il y a des mécanismes qui peuvent décourager même les plus grands des républicains, les plus grands de ceux qui croient à la nation. Par exemple, les panels notre panel qui est mis en place là. Je vais vous surprendre, ils ne nous ont pas réussi encore. Ils nous ont pas, pourtant, c'est un mouvement, un grand mouvement qui est signataire de l'accord d'Alger, qui est engagé dans le processus. Je l'ai dit haut et fort qu'ils l'entendent, le panel ne nous a pas réussi. Et au moment où je parle, je ne sais même pas s'il y a des cas d'invitation. Parce qu'ils sont endormis, quoi. Pour eux, dès qu'on dit la CEMA, ils ont oublié les autres. Et c'est ça les malheurs dans ce pays. Il ne faut pas oublier les Maliens. Particulièrement ceux qui se mouillent 10 fois par 10 pour les Mali. Bon, c'est une culture. Mais nous comprenons qu'avec le temps, ça va changer. Avec le temps, le Malien convaincu de son engagement pour la patrie va être mis en valeur. Et ça commence déjà. Et je peux vous assurer, sans me tromper, que le président de la transition, chef de l'État aujourd'hui, ne travaille que pour la dignité du Mali. À l'instant où je parle, il ne travaille que pour la dignité du Mali et les défis sont énormes. Ce qu'il lui faut aujourd'hui, c'est une mobilisation croissante, agissante et qui évolue tous les jours du peuple. Tous les jours, c'est ça. On n'a pas d'autre secret. Hein. Après Allah subhanahu wa ta'ala, sur lequel seul nous comptons, nous n'avons que le peuple. Mais il est temps qu'on sorte de ça. Donc l'un des paradoxes de l'accord d'Alger, c'est ça. C'est qu'on dit qu'il faut des armées et en même temps, on encourage des communautés à s'armer pour faire la guerre des terroristes. Ça doit s'arrêter. Quand des mouvements armés, que ce soit la CEMA, généralement c'est des discours qui viennent de la CEMA. Et maintenant je vois que les MSA, les Gacha, on dit nous sécurisons les populations. Excusez-moi de le dire, mais ce n'est pas normal. C'est faux. Ce ne sont pas vos populations. C'est les populations maliennes. Elles appartiennent à l'État. Vous êtes une population. Une population n'est pas faite pour faire la guerre. Si vous voulez sécuriser les populations, désarmer les processus ouverts. L'armée malienne, le gouvernement du Mali a donné 13 000 pour cette année. Il attend juste qu'on fasse la répartition des quotas. Vos enfants rentrent dans l'armée nationale. Ils seront mieux équipés, mieux formés pour défendre le Mali. C'est là qu'il y a les incohérences. Vous ne pouvez pas dire que vous voulez le Mali, vous voulez défendre le Mali et continuer à dire qu'au nom des populations, mais c'est quoi ça? C'est quoi cette chose-là? Mais c'est le désordre. Une population ne sécurise pas. Une population, elle est faite pour faire de l'élevage, pour faire de l'agriculture, pour aller faire du commerce. Elle n'est pas faite pour transporter des armes, chercher des bandits. C'est ça le paradoxe. Et l'autre problème auquel j'en veux, il est trop tôt pour moi pour dire que nos autorités n'ont pas fait là-dedans parce que je vois des signaux positifs. C'est il ne faut pas garder le silence en tant qu'État qui se respecte et qui veut qu'on respecte. Sur des comportements incohérents comme ça, il ne faut pas garder le silence très longtemps. Il faut arrêter, c'est-à-dire non, on n'est pas d'accord. Votre mission n'est pas de sécuriser. C'est le cas du CSP. Se balade avec 70 véhicules, pick-up, 100 véhicules pour impressionner. Mais vous savez, aujourd'hui, même 400 véhicules, ça n'impressionne pas l'armée malienne. Alors, le CSP, on allait rentrer dedans. Vous pouvez expliquer un peu le CSP, c'est quoi pour les gens qui savent? Bon, d'abord, j'ai terminé sur ça. J'ai dit aujourd'hui, même avec 400 pick-up, on ne peut pas impressionner l'armée malienne. 400 pick-up pour chaque 100 pick-up, un avion suffit. En 40 minutes, le combat est fini. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, les populations ne sont pas d'accord avec ça. Les populations ne sont pas d'accord avec ces caravanes de 400 véhicules, 100 véhicules. Les populations sont prises en otage. Et malheureusement, elles sont victimes souvent du silence de l'État dans certaines situations qui ne manifestent pas, où elles ont l'impression que l'État même pense que ça ne peut pas se faire sans la CEMA ou autre chose. Parce qu'il y a quelque part, il faut travailler à régler les frustrations. C'est pourquoi j'ai dit, moi je ne porte pas un jugement sur la Gigam. Il n'a pas fait une déclaration contre le Mali. Et le gouvernement du Mali également n'a fait aucun communiqué pour déplorer ce qu'il est en train de faire. Pourtant, c'est un général de l'armée. Il est dans son jetia. Tous ces militaires qui sont avec lui émargent tous au budget d'État. Et ça continue. Donc, je n'ai pas à m'exprimer sur cette situation. Mais ce que je regrette tout simplement, c'est que jusqu'à maintenant, l'État ne s'est pas exprimé sur cette situation. Sur la situation de Gamou. Voilà. Si elle ne convient pas à l'État, que l'État assume pour dire non, ça doit s'arrêter. Ou s'ils ne font pas comme ça, qu'ils considèrent qu'aussi, parce qu'il y a un aspect, il y a la question des frustrations. Parce que je vous ai dit, il y a des Maliens qui n'ont pas compris jusqu'à maintenant que le changement est positif. Parce que les Al-Haji, là, et beaucoup d'autres gens, effectivement, chacun des quand tu parles avec, va te dire que j'ai eu des frustrations. Mais c'est avant.
ces frustrations, c'est quoi? Même moi qui suis avec vous, je ne suis pas à l'abri de frustrations. Je ne suis pas à l'abri de frustrations, mais chacun a sa façon de gérer ses frustrations. Les gens pensent que plus tu es républicain, plus tu meurs pour la nation malienne, plus les autorités t'oublient et ils vont courir après l'autre. Les capricieux, c'est lui qui tape souvent, c'est lui qui insulte ou c'est lui qui tue. Ils ont plus de valeur, ils sont plus courtisés que ceux-là qui ont fait le sacrifice ultime pour la République. Très souvent, ils sont oubliés, ils sont maltraités, ils sont inconsidérés. Bon, il y a ces frustrations. Oui, mais le général Gamou fait quoi exactement pour que ça puisse interpeller l'État? Il fait quoi exactement? Vous parlez de il fait quoi? C'est quoi exactement? Bon, c'est-à-dire que le fait qu'il s'est associé à une caravane du CSP, que le gouvernement ne soutient pas. Parce que le gouvernement, ouvertement, d'abord pour comprendre l'histoire, au début, le CSP, c'est une affaire d'aider dans le cadre de la migration, les migrants. Les projets même du CSP là, avec les Italiens est né dans le ministère des Relations extérieures. Donc pour une affaire de migrants, chercher de l'argent contre la migration et tout ça. Donc ces notabilités-là sont parties en Italie, c'est responsable de moi. Quand ils sont revenus, le gouvernement, qui n'était pas tout à fait d'accord avec des déplacements à l'extérieur pour parler de ces questions, n'est pas parti. Mais ils les ont attendus. Quand ils sont revenus, ils ont échangé avec le gouvernement. Le gouvernement leur a expliqué que le CSP pourrait nous intéresser à condition que ce soit une plateforme des communautés. Nous sommes en décentralisation. Une plateforme des communautés qui veulent trouver des financements pour des projets communautaires, du genre les puits, les eaux, les écoles et tout, dans un cadre de purement coopération décentralisée. L'État peut encourager l'Italie à donner de l'argent au CSP en tant qu'une plateforme communautaire pour faire ça, ça renforce l'État. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, puisque vous voulez que l'État s'implique, que vous acceptez que ça soit inclusif. Ça ne peut pas être ouvert à des mouvements et fermé à d'autres. Donc ça, c'était les deux conditions de l'État. Et le ministre n'a pas caché, le ministre Ouagué n'a pas caché que la réunion de Kidal, c'est le gouvernement qui l'a financé pour encourager tout ça. Alors, après la réunion de Kidal, la SEMA est revenue à Bamako, et c'est là que la SEMA a commencé à poser des conditions incohérentes qui ne vont pas dans l'esprit du gouvernement, qui représente le Mali des cas jusqu'à Kidal, qui représente tous les mouvements et tout le monde. Donc le gouvernement a dit, écoutez, si cette affaire-là, vous voulez la faire une affaire personnelle à vous, le gouvernement ne peut pas aller dans ces choses-là. Le gouvernement, d'abord, premièrement, il doit avoir un regard sur tout ça. Et deuxièmement, il doit pouvoir laisser ça ouvert à tous vos semblables. Donc ça n'a pas pris à la SEMA. Et ils ont cherché maintenant des personnes, des individus pour voir les affinités, pour mettre quelque chose contre la volonté du gouvernement. Alors c'est à partir de cet instant qu'un grand républicain, un patriote comme Alégi Gamou, devait prendre ses distances. C'est à partir de cet instant où ça a pris une autre direction, il devait prendre ses distances. Comme moi, comme d'autres. Maintenant, est-ce que l'État a appelé pour lui demander pourquoi il a fait ça? Parce que moi, je suis convaincu que contrairement à ce que les gens se disent, rébellion, Al-Haji ne va pas tirer sur le Mali. Parce que je connais Al-Haji. Parce que tout simplement, tout Al-Haji est là à Bamako. Mais et vous dire une chose, Al-Haji n'existe pas sans Assari de Gembarkaoun. Al-Haji n'existe pas sans Aklini Nag Mahmoud, qui est la Dienne. Al-Haji n'existe pas sans l'ancien ministre Hassan Ahmed Boussa. Si vous voulez, Al-Haji n'existe pas sans moi-même. Donc chacun a une famille quelque part. Toute la famille d'Al-Haji est là. S'il est en train de gérer une frustration, il y a des personnes qui sont chargées de voir cette frustration, c'est quoi? D'abord, à commencer par sa famille, et plus l'État qui a la responsabilité de réconcilier les Maliens. Est-ce que vous voyez? Donc je crois que c'est ça qu'il faut exploiter et arrêter de donner des échos à quelque chose. Il y aura une rébellion, il y aura ceci. Je ne dis pas que certains ne méritent pas ce souhait, mais ce n'est même plus possible dans notre pays. Aujourd'hui, à l'allure où on est en train de nous organiser, premièrement, les populations ne sont même plus partantes dans ce chemin. Les populations en ont ras-le-bol. Les jours où on va leur dire de faire la guerre, tu verras qu'il n'y aura pas de guerre. Aujourd'hui, nos priorités, c'est quoi? Là où le gouvernement a faibli, c'est lorsque le gouvernement a déclaré qu'il a 13 000 personnes dans le cadre de l'accord. Il aurait dû organiser cette réunion scientifique-là, pour faire les calculs des quotas, dire à la SEMA, voici ton quota, la plateforme, voici ton quota, les mouvements de l'inclusivité, voici ton quota, parce que c'est un calcul mathématique. Il y a une jurisprudence, il y a déjà eu des intégrations. Vous savez ce que chacun y. Vous donnez maintenant 13 000, c'est une règle de 3, même un enfant de la 6e année peut faire le travail.
Vous dites, vous fixez les caps, date, nous commençons tel jour. Mais celui qui ne vient pas, il s'auto-explique. Mais quand vous n'agissez pas dans ce sens, vous allez créer de la confusion chez des populations, chez des combattants bien engagés dans la paix, qui vont penser que finalement, vous ne les respectez pas. Si vous vous faites bloquer parce que la SEMA n'est pas venue, c'est que vous ne respectez pas. Vous pensez qu'elle a le monopole. Vous la valorisez et vous le faites même campagne dans nos populations comme ça. Donc ça, c'est là que je dis que l'État doit agir très rapidement pour avancer sur ces questions. Maintenant, l'intégration, le gouvernement a annoncé l'intégration de 2000 personnes. Mais ça, c'est à encourager. Parce que ça permet de réduire la circulation des armes et ça permet également d'éviter que ceux qui sont pris en otage, parce qu'ils attendent l'accord, se libèrent et qu'ils amènent les armes. C'est à encourager. Mais en même temps, il ne faut pas que ça soit compris comme étant un mécanisme pour saboter l'accord d'Alger. Parce que l'accord d'Alger, je vous l'ai dit, hein, on n'a pas intérêt à les saboter. Nous avons plutôt l'intérêt et même l'obligation d'appliquer là-dedans très rapidement ce qui peut être appliqué et de tourner la page. D'accord, une application intelligente. D'accord. Donc tout Voilà. à l'heure, on parlait du CSP. Le CSP, ça veut dire cadre stratégique permanent, pour ceux qui ne le savent pas. Donc maintenant, on va aller très rapidement. Je vais en venir au CSP. Je n'ai pas fini avec le CSP. Il faut comprendre d'abord qui est au CSP. D'accord, donc on peut y aller rapidement. Oui, oui, très rapidement. Le CSP. Le CSP, les gens se disent, c'est ma plateforme. Le CSP, c'est essentiellement la SEMA. 90% du CSP, c'est la SEMA. Ah bon? Les 10%, c'est les Gacha et les MSA. Gacha est de la plateforme. Vous avez la grande majorité de la plateforme qui est dirigée par deux grands signataires, le professeur Ahmed Ousidi Mohamed et Maître Harouna Touré qui est ministre, qui sont là et qui ne sont pas au CSP. Et je peux vous assurer aussi que ce n'est pas n'importe quelle branche de la plateforme. Donc ça aussi, c'est des choses, c'est des équivoques qu'il faut lever. Et pourtant, ces gens-là, je peux vous dire qu'il ne faut pas penser qu'ils ne sont pas frustrés aussi. Mais ils ne vont jamais aller dans ce genre d'aventure. Tous les Maliens en réalité sont frustrés. Tout le monde ne peut pas avoir tout ce que tu veux. Mais la seule différence, c'est que certains républicains, très convaincus, même si tu es frustré, tu mets au-dessus l'intérêt national. Parce que donne aussi le temps de l'autre, peut-être de te revenir. Tout ne peut pas se régler en même temps. Les gens n'ont pas le même tempérament. Mais je dis, tout ça, il y a une pédagogie. Et le temps règle tout. Il faut qu'il y ait de la communication avec tout le monde et il faut que chacun soit conforté dans sa position par rapport à ce qu'il fait réellement. Sinon, je peux vous assurer aujourd'hui que la population de Ménaka n'est pas avec les CSP. Ça, je vous l'ai dit. Et le fait que le gouvernement également est silencieux et n'avance pas sur les questions de l'accord, parce que tout simplement la SEMA n'est pas venue, ce n'est pas une bonne chose. Il faut qu'on avance. Kidal, avant-hier, ils ont marché pour demander leurs enseignants. Oui. Les grandes notabilités de Kidal sont là. Donc je dis, il faut que... Et notre problème par rapport à cet accord, auquel on doit mettre fin, on ne peut pas fricoter. D'un côté, on dit qu'on combat des séparatistes, et de l'autre côté, on fricote avec des narcotrafiquants. Parce que je vais vous dire une chose, entre les séparatistes et les trafiquants, il y a toujours une passerelle. On ne peut pas combattre un et laisser l'autre. Ça, c'est une chose c'est impossible. C'est impossible de dire que le narcotrafiquant, il a un canal, il a une audience au niveau de l'État central, et dire que tu vas combattre la rébellion. Non. L'État doit avoir un regard intelligent sur ces aspects-là. Je ne dis pas qu'ils sont au même niveau, au même degré de dangerosité ou autre chose, parce que de toute façon, l'autre, il fait son commerce. Il est un trafiquant tant qu'on ne l'a pas pris. Mais au moins, il faut faire attention. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont à la SEMA, qui sont obligés d'être à la SEMA parce que tout simplement, quelque part, leur cargaison se rencontre quelque part. Mais c'est ça, il faut comprendre ça. Il faut que les Maliens comprennent et il faut que le gouvernement qui est chargé de coordonner ça comprenne ça. Et adapte la sociologie et la psychologie pour gérer ça. Il y a des gens qui ont envie de dire tout simplement, ils ne sont pas d'accord sur un point de vue idéologique. Il y a des gens qui vont vous dire, qui ont envie de dire que la SEMA n'est pas bonne, mais ils ne peuvent pas le dire, bien qu'ils ne sont pas d'accord avec elle idéologiquement, mais politiquement, mais ils ne peuvent pas le dire simplement parce que quelque part demain ou après-demain, leur cargaison va se côtoyer quelque part. Maintenant, c'est à l'État de gérer tout ça dans son intelligence pour amener toute cette catégorie d'acteurs-là dans le cadre de la République. Parce qu'une République, c'est tout. Vous avez les imams,
vous avez les sorciers, vous avez les diables, vous avez les voleurs, vous avez tout le monde. C'est ça qui fait une république. Et c'est d'ailleurs ce qui fait sa beauté d'ailleurs. Sinon la société ne va pas fonctionner. D'accord.